Alors aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est une discussion, un échange sur la résilience et la transition. La phrase de Novacitis, c'est l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et donc, on va un petit peu discuter de tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, pour ce faire, nous avons un invité qui est Dominique Bourg. Bonjour, Monsieur Bourg. Bonjour. Et nous avons un intervenant, Éric De Waal, qui est là pour représenter Novacitis. C'est pas que, je vais vous présenter tout le monde maintenant. Alors, Monsieur Bourg, vous me corrigez si j'oublie quelque chose, hein. Donc, vous êtes franco-suisse, vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Vous avez présidé de nombreux jurys de thèse, mais vous en avez dirigé 10, si je ne m'abuse, sur l'Anthropocène, l'écologie, la liberté, le patrimoine naturel, l'écologie industrielle, l'économie circulaire, et j'en passe certainement. Vous présidez jusqu'en 2018 le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Vous êtes directeur de collection aux Presses universitaires de France pour la collection L'écologie en question. Vous présidez le conseil scientifique de la Fondation, je ne sais pas très bien comment le prononcer, Zoïne. Vivre en grec. Voilà, qui promeut le RTE, mais nous y reviendrons, donc le revenu de transition écologique. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Vos derniers ouvrages en date sont, pour début 2021, un livre sur les armes de la transition, qui est un recueil avec l'intervention de plusieurs experts, donc un recueil transdisciplinaire autour de la transition. Et vous aviez publié en juin dernier un livre proposant 35 solutions pour revenir sur Terre. Vous êtes aussi en préparation de différents ouvrages, mais ça, je les garde pour la fin. On en parlera à la fin de cette rencontre. Alors, Éric De Waal, intervenant pour Novacitis. Donc, Éric a un parcours professionnel assez varié. Il est passé par le monde du handicap. Il a longuement travaillé dans l'économie sociale et coopérative. Il en a créé d'ailleurs lui-même des coopératives. Il a travaillé dans le commerce équitable et depuis quelques années, il œuvre dans la finance éthique et solidaire. Il est cofondateur et administrateur de la coopérative Novacitis et il est coordinateur d'un pôle éducation du réseau Financité, comme je le disais, qui travaille sur la finance éthique et solidaire. Éric, je peux peut-être t'inviter à présenter Novacitis et la menuiserie en 2-3 mots. Ton micro est éteint, Éric. Voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être là par ce beau samedi matin. Donc, la menuiserie, c'est une aventure collective, citoyenne et entrepreneuriale. C'est aujourd'hui, pour être tout de suite dans le concret, 2000 mètres carrés qui vont être rénovés dans la grosse année qui vient. Et ça va devenir un espace de vie pour des entreprises et pour des organisations. Alors, on vit un moment de bascule colossal. Et dans ce moment de bascule, il va falloir être attentif, proactif et s'inscrire ou se réinscrire dans un respect du vivant. C'est un peu ça qui nous réunit. Donc, voilà. Et on se lance ce défi avec une phase exploratoire qu'on entame là, enfin qu'on continue parce qu'on l'a entamé déjà il y a plusieurs mois. Et cette phase exploratoire, elle va viser à nourrir nos initiatives et nos développements entrepreneuriaux. Donc voilà, Monsieur Bourg, je me permettrai pendant ce petit échange de temps en temps de revenir vous questionner et vous ayant déjà lu et entendu quelques fois, vous avez une grande capacité à travailler sur du macroéconomique. Et voilà, mon rôle, ce sera ici un peu en toute bienveillance, mais d'essayer de vous revenir avec des questions qui vont vraiment nous éclairer dans nos développements concrets. Voilà, merci. Bien, alors pour commencer, merci Eric. Pour commencer, je voudrais en fait, Monsieur Bourg, vous poser une question peut-être inattendue, mais vous êtes philosophe et vous travaillez sur les questions environnementales. Ça peut peut-être en étonner. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ce sujet particulièrement et depuis quand? Bon, alors déjà, on va commencer par depuis quand, c'est la part la plus facile de la question. Alors ça fait en fait très très longtemps, c'est depuis ma deuxième thèse, donc ça remonte ça au début des années 90-90. Et en fait, c'est tout simple, si vous voulez, nos questions environnementales, elles sont la conséquence d'un type de civilisation qui naît à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, qui a alors pour le coup des fondements totalement philosophiques. C'est ce qu'on appelle le mécanisme, c'est ce qui apparaît avec la physique moderne. Et d'un seul coup, de façon complètement étonnante, si vous voulez, on va affirmer quelque chose qui est en rupture totale avec nos sens, avec tout ce qu'on a pensé, même s'il y a déjà une préfiguration grecque, du grec et latine, de Démocrite à Lucrèce, du mécanisme, que la nature, ça n'est jamais que des particules
matérielles, extérieures les unes aux autres, sans aucune intériorité, sans aucune intelligence, sans aucune sensibilité, que les plantes et les animaux sont des machines, à la seule exception des êtres humains qui, de ce fait, ont pour destinée, finalement, ce qu'on verra après, de détruire indéfiniment le capital naturel. Moi, je ne me résous pas à ce type de destinée. Donc, ce que vous expliquez aussi dans la pensée mécaniste, c'est aussi ce qu'on cache, enfin, ce qui se cache derrière, c'est la pensée linéaire, hein, donc c'est l'analyse. Notamment, mais c'est plus fort, hein, c'est vraiment… Oui, bien sûr. Si vous voulez que tout peut s'expliquer par un jeu de causalité, comme on dit en latin, a tergo, c'est-à-dire de dos à dos. Bon. Okay. Il y en a beaucoup qui n'en sont pas sortis, je me suis dit. On y reviendra. Alors, juste aussi, on est un petit peu obligé de parler un petit peu d'actualité. Donc, peut-être vous ne le savez pas, mais la Belgique a fièrement atteint son Overshoot Day le 30 mars. Donc, depuis maintenant déjà un mois, la Belgique vit fièrement en consommant davantage que sa part sur ce que la planète Terre est capable de régénérer annuellement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la France ou la Suisse. En tout cas, voilà, c'est assez décevant de voir que ça reste. Oui, j'imagine que ce n'est pas beaucoup mieux. C'est pire. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais en tout cas, chez nous, on n'en parle pas beaucoup. Politiquement, ce n'est pas une donnée qui est très intéressante à discuter, alors que ça me semble plutôt être le contraire. C'est fondamental. Et alors, juste, on a ces derniers jours observé toute une série d'actualités en fait, écologiques. On a un rebond américain, on a l'Europe qui a changé ses objectifs de gaz à effet de serre. C'est un véritable festival de diplomatie écologique. Comment vous observez ça? Il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, commençons par le festival et par le sommet Biden, que la Chine, même si Xi Jinping a annoncé à Biden la veille qu'il serait présent, je veux dire que deux pays qui sont autant en concurrence économique, finalement même en train d'entrer dans une espèce d'espace de renouveau de la guerre froide, avec la Chine qui est un pays totalitaire absolument effrayant, avec une dictature électronique sans faille, qui massacre ses Ouïghours, qui a complètement détruit la culture tibétaine. Mais vous voyez quand même, sur ce sujet global, quel climat, même les plus affreux sur cette terre, se disent que finalement, restons dans le jeu de la négociation internationale. Ça, c'est un signe important. Autre signal très fort cette semaine, c'est la décision de la Cour constitutionnelle allemande. En général, elle nous rappelait plutôt, si vous voulez, à l'intégrité des politiques monétaires néolibérales. Et là, voilà cette chère Cour constitutionnelle allemande qui rappelle, comme l'a fait par exemple le Conseil d'État pour la France, qui rappelle le gouvernement à ses devoirs climatiques. Et au nom du droit des générations futures. Le droit, c'est justement quelque chose de très, très important. Et outre ce qui se passe avec la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, si vous voulez, de manière générale, il y a un mouvement, on l'a vu d'ailleurs en Suisse avec différents procès, il y a un mouvement de la jurisprudence, des juges, enfin en tout cas de certains juges, c'est jamais évidemment tout le monde, à prendre de plus en plus au sérieux ces questions climatiques et surtout à tenir compte les uns des autres dans leur propre jugement. Il y a quelques 2 ans de ça, je ne sais plus, la Cour suprême australienne a carrément argumenté à partir de 2 articles liés à la Cour européenne des droits humains. Donc c'est étonnant, ça n'a rien à voir avec l'Australie et pourtant voilà, ils ont tiré argument de ces 2 articles. Donc on a une espèce de société qui est très très paradoxale. On a plus que 10 ans et on va y revenir pour éviter d'exploser les 2 degrés, j'y reviendrai. Et à la fois, comment dire, les trends généraux ne changent pas beaucoup si on regarde les indicateurs jusqu'à aujourd'hui. Et puis, à quelques endroits comme ça, il y a comme une forme de frémissement, si vous voulez. Et d'une certaine manière, la Covid y a joué un petit peu son rôle, pas du fait des 7% d'émissions en moins, même si ce n'est pas négligeable, c'est d'ailleurs ce qu'il faudrait pratiquement faire chaque année, mais si vous voulez, en raison des plans de relance qui, même s'ils sont mous écologiquement, accélèrent quand même certaines transitions, par exemple du côté de l'automobile, dans l'électrification. Donc voilà, on est dans une séquence d'actualité très très paradoxale. On est déjà bien engagé dans cette décennie, on n'a que quelques années pour arriver à baisser de moins 60%, vous imaginez bien, les émissions à échelle mondiale. Rien ne nous dit qu'on va y arriver, mais en même temps, il y a certains frémissements intéressants. Alors, on a une COP qui se prépare pour la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de cette COP par rapport à ce qui se passe justement pour l'instant? Alors, si on regarde, si vous voulez, les 25 COP qui ont eu lieu depuis, je crois que la première c'était en 94,
eh bien, c'est très sympathique, mais après chaque COP, les émissions ont toujours continué à augmenter comme si de rien n'était. Donc, voilà, on est bien obligé de constater ça. Si on regarde la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, hein, qui a été signée dans la foulée de Rio en 92, et qui est le texte qui intègre toute la négociation internationale, article 3, alinéa 5, on dit bien quand même que le commerce est plus important que le climat, dans le texte même qui est censé protéger le climat. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques limites. Donc, jusqu'à maintenant, les COP n'ont pas débouché sur grand-chose. Maintenant, nous autres, si vous voulez, humains, si on se regarde, non pas à l'échelle individuelle, individuellement, il y a des gens merveilleux, généreux, intelligents, etc. Mais si on se considère comme genre humain, je pense que de toutes les espèces, on est la plus crétine qui ne soit jamais advenue sur Terre. Et donc, du coup, on ne comprend les choses qu'avec des coups de pied dans le derrière. Et depuis l'année 2018, il commence à arriver. Donc, on peut se dire que je ne pense pas qu'on réalisera nos objectifs, c'est dramatique, mais en tout cas, je serais étonné, si vous voulez, qu'enfin, on n'avance pas. Voilà. Ok, alors justement, vous parlez d'objectifs. En l'occurrence, on est à peu près à mi-chemin des objectifs de développement durable. Je pense vous avoir entendu dire que vous n'aviez pas une grande estime pour la manière dont ils ont été conçus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre avis là-dessus? Oui, c'est très, très clair. Si vous voulez, le développement durable, moi, c'est une notion que je n'emploie absolument plus. En fait, le développement durable, c'était lié, alors c'est déjà ce qu'on appelle la durabilité faible, hein, on parie sur les techniques pour pallier la destruction du capital naturel, un pari assez osé et que rien ne confirme jusqu'à aujourd'hui. On a parié sur un découplage, mais un découplage très classique, hein, en se disant finalement les gains de productivité, mais les gains de productivité, c'est aussi vieux que l'industrie, je veux dire, toute la croissance est liée aux gains de productivité, que les gains de productivité allaient nous permettre d'avoir un PIB qui finirait par se découpler des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie d'un côté, et puis de la consommation de matière de l'autre. En fait, évidemment, c'était une illusion. En termes de consommation de matière, là, vous avez un très bon rapport de l'ONU qui avait été publié en juillet 2016. En fait, ce qu'on extrait, et évidemment, ça ne se retrouve pas dans nos buffets et dans nos assiettes, mais tout ce qui est sous-jacent, par exemple, l'eau qu'on consomme, le pétrole qu'on consomme quand on achète un PC, etc. Tous ces flux-là, c'est pour un Américain par an, 20 à 25 tonnes. Pour un Européen, c'est 15 à 20 tonnes, un Africain, 3 à 5. Donc déjà, on voit que c'est tout à fait corrélé au niveau de vie. Et en fait, les flux de matière aujourd'hui au monde croissent plus vite que le PIB lui-même. Donc en termes de découplage, on a l'inverse. On a un surcouplage. Maintenant, si on regarde en termes d'émissions et de gaz à effet de serre, on diminue un peu notre intensité énergétique et notre intensité carbone par point de PIB, mais on verra que ça ne se traduit toujours pas, et c'est bien qu'on revienne là-dessus, ça ne se traduit toujours pas de manière générale. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, à un pouillème près, on n'a pas réussi, en dépit du développement de l'ENR, d'énergie renouvelable, on n'a pas réussi vraiment à réduire en absolu nos émissions. Si je prends la statistique pour les pays du G20 en 2019, alors, il y a un petit mieux, si vous voulez, c'est-à-dire que le G20 a réussi à émettre en émission directe, ça ne prend pas en compte tout ce que les gens importent et achètent, mais en émission directe, le G20 a réussi à réduire de 0,1% ses émissions. Bravo, c'est une performance absolument remarquable. Et donc, ça pose un problème, si vous voulez, c'est-à-dire sans doute que nos instruments de mesure ne sont pas complètement performants. On y reviendra. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on est resté dans le développement durable. On ne veut pas changer nos comportements, nos modes de vie. En bons occidentaux, on pense que les techniques vont vous sauver. Bon, ça, c'est on va revenir sur cette notion. Voilà, ça fera revenir sur ces points-là. Oui, oui. Alors, juste pour revenir un tout petit peu encore en amont, pour poser le cadre quand même, c'est vrai que vous avez reparlé évidemment de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique. Chez nous, peut-être comme ailleurs, c'est effectivement le sujet premier dont on parle, mais les limites planétaires, ça ne s'arrête pas au gaz à effet de serre. L'effondrement de la biodiversité, le gaz à effet de serre, ce n'est qu'une partie du problème, et donc souvent, on ne développe pas suffisamment les autres éléments. Voilà, c'est quoi les limites planétaires et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que réduire les émissions de gaz à effet de serre? Alors, si vous voulez, les limites planétaires, c'est un référentiel produit par le Resilience Center et Johan Rockström
Le premier papier était paru en 2009, c'était remis au jour en janvier 2015 par Will Stephen, qui est lui un Australien, mais Rockström était toujours le signataire. Et en fait, c'est des indicateurs qui nous permettent de comprendre la sortie de l'Holocène, c'est-à-dire, si vous voulez, la période géologique qui aurait duré 11 700 ans, qui aurait mis vraiment fin, avec plus d'effets rebond, au précédent âge glaciaire, et qui aurait permis vraiment l'éclosion de nos civilisations et notamment des agricultures au monde. Et alors, on mettrait fin à cet Holocène depuis le début des années 50. Et effectivement, il y a 9 limites planétaires et 2 de ces limites se subdivisent en 2 sous-limites. Mais attention, les limites planétaires, ce ne sont pas des murs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les limites planétaires, on les franchit. On en a franchi 4. Et on est sur le point d'en franchir encore 2 autres. Il y en a 2,5 dont on n'est pas capable de dire si on les a franchis ou pas, parce que de toute façon, on ne peut pas leur assortir un seuil numérique qui permettrait de dire on est au-delà ou on est en deçà. Et donc, dedans, vous avez évidemment le vivant, alors l'intégrité de la biosphère avec le taux d'érosion des espèces. Vous avez, alors ça, on sait calculer. Il est 1000 fois supérieur à ce qu'il était dans l'histoire de la vie sur Terre. On a l'intégrité des écosystèmes. On ne peut jamais savoir à l'avance si un écosystème va s'effondrer. C'est trop complexe, on n'arrive pas à modéliser. On a évidemment le climat, on a l'usage des sols, avec notamment la déforestation, la destruction de la microfaune des sols, etc. Et puis, on a ce qui renvoie à l'agriculture, une limite qui se subdivise en 2 sous-limites, c'est le cycle du phosphore, le cycle de l'azote. Ça, c'est vraiment lié à l'agriculture. Donc ça, ces 4-là, on les a franchis. On est en passe de franchir l'usage de l'eau douce et la question de l'acidité des océans. Ça, dans les 15 ans, les 2 seront franchis. Donc, on en aura franchi donc 6 sur 9, dont 2 ne sont pas, on ne peut pas dire si on les a franchis ou pas. Donc en fait, on a tout franchi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui arrive après. Par exemple, si vous regardez le climat, vous avez raison, le climat, c'est jamais que les conditions d'épanouissement de la vie sur Terre, avec 2 paramètres essentiels que sont l'humidité et la chaleur. Donc, si vous pensez qu'en touchant pas le climat, il ne vous arrivera pas de problème, là, on est bon pour l'HP. Je veux dire, il n'y a plus de salut pour vous. Et donc, le problème, c'est que si pour, entre guillemets, sauver le climat, c'est-à-dire maintenir une certaine forme d'équilibre, et c'est par certains côtés, c'est trop tard, on va y revenir, pas pour tout, mais pour rester dans l'Holocène, c'est fini. Et c'est aussi le problème de ces limites planétaires, c'est que quand vous les avez franchies, vous ne régressez pas, ce n'est pas possible. Et donc si je prends cette question du climat, ben voilà, c'est bien tard. On va y revenir plus dans les détails tout à l'heure, je vous dirai où on en est, etc. Mais ça veut dire que l'habitabilité de cette planète, elle va, dans les décennies qui viennent, se péjorer. C'est ça, justement, la limite planétaire. C'est simplement occasionner des changements d'équilibre qui vont faire que vivre sur la Terre est plus difficile. alors justement, on parlait tout à l'heure de l'objectif, donc les accords de Paris visaient un objectif de 1,5 degré. Très vite, on a parlé plutôt de 2, certains parlent de 4. Dernièrement, au sommet de Joe Biden, les chefs d'État ont plutôt reparlé du 1,5 degré. Concrètement, vraiment concrètement, pour des citoyens et des entreprises demain matin en 2030, ça représente quoi? Alors, je vais vous dire ce que ça représente. Déjà, l'histoire des 1,5 degrés, oui, c'est peut-être envisageable, si on était vraiment très raisonnable, d'y revenir à la fin du siècle. En fait, là, pour le moment, et ma source, c'est le Met, un Met Office anglais, qui tous les ans fait une synthèse des travaux des différents labos qui travaillent justement sur l'évolution de la température sur Terre. Alors, on est à 1,77, comment dire, à 1,1. 7, un dixième et 7 centièmes. En tout cas, on était là en décembre de 2020. On va arrondir. On a pris 1 degré et 2 dixièmes, si vous voulez, depuis, en général, quand on prend comme référentiel la moyenne des températures de la seconde moitié du 19e siècle. D'accord ?
parce que là, bien sûr, il y a déjà des émissions de CO2, mais c'est peanuts par rapport à ce qu'on va faire après. Donc, voilà, ça, c'est notre référentiel, c'est les températures moyennes de la seconde moitié du 19e siècle. En fait, entre le début du 20e siècle et les années 40, on se paye 2 dixièmes de plus. Ces 2 dixièmes, on n'est pour rien. En fait, c'est la queue de comète de la sortie du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, l'humanité n'y est pour rien. Ça commence sur Terre très mollement au début du XIIIe siècle. Ça sera très sensible en Europe de l'Ouest à compter de la fin du premier tiers du XIVe siècle, ce qui vous permet de comprendre que si vous voulez, par exemple, la peste noire qui sévit dans la partie ouest de l'Europe entre 1347 et 1349 fait que la moitié de la population disparaît en Europe, tout simplement parce que la peste arrive sur une population dénutrie, avec des rendements piscicoles, des rendements agricoles, céréaliers qui plongent. Et je vous rappelle que maintenant, ça y est, la production alimentaire mondiale diminue. Elle plafonnait depuis un certain temps en termes de céréales, elle commence à diminuer, c'est normal, je vais revenir sur mes degrés. Donc voilà, ces 2 dixièmes, c'est ça. Allez hop, on s'en fout, c'est fini. Maintenant, il y a un plateau jusque vers la fin des années 70. Et puis à partir des années 70, on commence à sentir l'effet de l'accumulation dans l'atmosphère, pour des raisons anthropiques humaines, de gaz à effet de serre. CO2, méthane, protoxyde d'azote, pour prendre les trois principaux, viendront après des gaz artificiels comme les HIFC, mais bon, à l'époque, ce n'était pas trop le cas. Et donc, là, on a pris en une quarantaine d'années une hausse de la température d'1 degré. Alors, en fait, 1 degré en météo, c'est rien. 1 degré en moyenne planétaire, c'est énorme, si vous voulez. 4 à 5 degrés de moins, vous auriez des glaciers jusqu'au Massif central. Même Lyon serait couvert de glace. Alors, je ne parle pas de Bruxelles, hein, là, vous n'existez pas. Hein. Et puis, il y aurait une steppe jusqu'aux Pyrénées. Donc, en fait, une grande partie de la Terre est inhabitable. Et la vie se réfugie, en fait, autour des tropiques en un sens très, très large. Hein. Donc, ça, c'est 4 à 5 degrés de moins. Et dans l'autre sens. Imaginez que 4 à 5 degrés de plus, ben là, si vous voulez, on n'est plus que quelques-uns en string au sud du Groenland. Et pour les plus privilégiés, au nord. Donc, c'est-à-dire que la Terre devient très difficilement habitable. Hein, et l'habitabilité se réduit comme une peau de chagrin. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à un tel extrême. Je vous dis, on est une espèce stupide, mais quand on prend des coups de pied dans le derrière, on finit quand même par agir. Alors, juste un plus 1 ou plus 2 degrés. Disons juste un plus 2 degrés, dans 10 ans, ça représente quoi concrètement pour un citoyen, pour une entreprise? Je vais revenir tout de suite ce que ça représente maintenant. Et 2 degrés, je vais vous dire aussi ce que ça représente. Donc là, on a pris, si vous voulez, 1 degré en 40 ans. Dans l'évolution du climat durant le Quaternaire, qui dure depuis 2 600 000 ans, c'est assez confortable hein, pour les entreprises. Bon. Eh bien là, si vous voulez, quand on passait d'une période glaciaire à une période interglaciaire, la température évoluait, sauf accident, d'1 degré tous les 1000 ans. Okay, là, vous avez 1 degré en 40 ans. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez bien, en termes de changement climatique, le principal problème, c'est la rapidité. C'est ça qui nous déstabilise, c'est la rapidité. Donc là, c'est très rapide. Et si l'on en croit le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui n'est pas parmi les plus optimistes, hein, au contraire, c'est d'ailleurs pour ça que je le prends comme référentiel, parce que, si vous voulez, les premiers modèles datent des années 60. On a donc 60 ans de recul. Vous m'avez bien entendu, on a 60 ans de recul. Donc, nos modèles, on sait que ça marche en gros. Là où ils ont été systématiquement pris en défaut, c'est sur la vitesse. Mais sur l'orientation du phénomène, ils n'ont pas été pris en défaut, d'accord? Et donc là, selon le modèle de l'IPSL, on connaîtra sans doute déjà une augmentation de la température de 2 degrés dès le début de la décennie 2040. Et en fait, cette montée de la température, elle est presque au-delà de 90%, si vous voulez, elle est déjà dans les tuyaux. Quand vous émettez une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle ne déploie pas son effet immédiatement, elle déploie un tiers de son effet très rapidement, mais ensuite, il y a plusieurs décennies pour que la totalité du pouvoir de réchauffement se déploie. Ce qui fait qu'avec ce qu'on a accumulé maintenant jusqu'à aujourd'hui, on peut à peu près dire la température qu'on aura dans 20 ans. Ça, c'est un phénomène très important. Juste un point, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, des précipitations qui sont très irrégulières, avec des sécheresses, des vagues de chaleur,
Je vous rappelle que toutes les plantes arrêtent leurs activités de photosynthèse entre 40 et 45 degrés. Ça veut dire des précipitations qui, par endroits, peuvent être très, très violentes. Ça veut dire des phénomènes extrêmes comme les cyclones qui montent en puissance et en violence. Ça veut dire aussi, et on l'a vu en France les dernières semaines, un climat très irrégulier. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une période chaude à une période froide, on revient à une période chaude, on repasse à une période froide. Pour les récoltes, par exemple, pour la productivité des plantes, c'est la pire chose que vous puissiez imaginer. Et 2 degrés, écoutez bien ceci, 2 degrés, ça veut dire qu'on rentre déjà dans la phase vraiment noire de nos difficultés. 2 degrés, ça signifie que vous avez une grande partie de l'air tropical où vous aurez, comme évidemment il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, hein, puisqu'on est sous les tropiques, eh bien vous aurez de nombreux jours, semaines, mois dans l'année où vous pouvez avoir une température, une accumulation température-humidité qui fait que vous n'arrivez pas à évacuer la chaleur de votre corps par votre transpiration, donc votre chaleur interne monte, et sans refuge plus sec ou plus froid, vous mourrez en 10 minutes. Et ça, vous parlez de chez nous? Ça, non, la Belgique, c'est quand même pas dans la zone tropicale. Alors, je suis désolé pour donc, c'est pour ça que Eric a une question aussi. On va peut-être donc, vous compreniez. Je vous donne ce cas-là parce que là, on comprend mieux, comme on est un peu bizarre, nous, les autres humains, là, vous comprenez vraiment bien ce que ça signifie, péjorer l'habitabilité de la Terre. Monsieur Bourg, voilà, je me permets de... vous êtes un homme passionné, vous instruisez vos dossiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, quand on est, je pense particulièrement à des gens qui ont quelques décennies de moins que moi, à orienter sa vie professionnelle, avoir des projets d'entreprise, quand on ose ouvrir ses oreilles, on peut entendre et comprendre ce genre de choses. Mais alors après, la question qui vient immédiatement, et avec Novacitis, c'est là-dedans qu'on s'inscrit, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, je veux dire, je suis formé, j'ai une formation universitaire ou une formation technique pertinente, genre plomberie, électricité. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Comment est-ce que... Alors, si vous deviez donner des orientations ou des points d'attention à quelqu'un qui réfléchit à comment je vais gagner ma vie dans les années qui viennent, comment je vais créer, faire circuler, partager de la richesse, voilà. La réponse, si vous voulez, voilà. Vous donneriez quoi comme point d'attention? Pour le moment, on va rester climat, mais je vous ai dit, il ne faut pas isoler le climat du reste. Mais en tout cas, là, ça nous aide à bien comprendre 2 choses, si vous voulez. Ce n'est pas faux non plus pour le vivant, par exemple. En fait, vous avez des contributions aux émissions, à la destruction. Là, les Belges, comme les Suisses, comme les Français, ils sont 1/1000 de la population mondiale. Mais comme on a un passé gros émetteur, on a une responsabilité particulière. Et vous avez un autre aspect de l'action. Et quand on est entrepreneur, il faut bien qu'on regarde les deux. Vous avez l'aspect adaptation de son territoire au changement climatique. Et donc là, on est dans les 2 cas, on est sur des politiques publiques. Mais vous voyez qu'elles ont 2 volets très différents. Et une entreprise peut s'insérer avec plus ou moins de bonheur dans chacun de ces volets. L'adaptation locale, la contribution à la réduction des destructions, pour aller au-delà du seuil climat. Ensuite, on a, on a ce qu'on peut faire, soit en tant qu'entreprise, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, et ce qu'on peut faire par son bulletin de vote. Et là, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est pas de dire qu'on va se passer technique, on va pas se mettre à brouter à 4 pattes l'herbe, c'est complètement idiot. Mais la manière dont on a conçu nos techniques aujourd'hui, déjà l'attente qu'on en a est très problématique, on l'a vu tout à l'heure avec le développement durable, et puis on a tendance à toujours les concevoir avec comme objectif la vitesse et la puissance. Or non, les techniques, elles peuvent nous donner aussi d'autres choses, si vous voulez, qui sont beaucoup plus intéressantes. Quand on regarde du côté de la permaculture, de l'agroécologie, c'est le seul exemple qu'on ait, en fait, justement, pour reprendre ce qui vous intéresse, pour une économie contributive, positive. C'est-à-dire que si vous cultivez des sols en permaculture, en agroécologie, vous ne détruisez plus le vivant, vous ne nuisez plus au climat. Et au contraire, vous restaurez la nature autour de vous. Alors, c'est plus difficile pour un industriel, hein, mais sur le plan agricole, ça, on sait le faire aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça reste minoritaire, mais on sait le faire. Et je dirais qu'on soit citoyen, qu'on soit industriel, entrepreneur, ce qui est aussi extrêmement important, c'est le sens.
c'est-à-dire de trouver une activité entrepreneuriale qui puisse contribuer à l'adaptation, qui puisse contribuer à la réduction, qui ne soit pas en porte-à-faux avec la régulation publique quand elle va dans le bon sens. C'est déjà pas mal, les amis. Et tant qu'on peut le faire, parce que c'est pas simple, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous parliez justement du rôle des pouvoirs publics. Alors, de nouveau, vous pourrez revenir, j'ai pas mal de questions sur ce sujet. Mais donc, dernièrement, la région wallonne, en fait, depuis le début du Covid, a lancé un grand plan de relance qui s'appelle Get Up Wallonia, qui a été déposé la semaine dernière au gouvernement pour examen et aussi pour objectivation budgétaire. Hein, donc, on va voir ce qui va en rester. Il y a une jolie vision, hein, faire de la Wallonie une région résolument tournée vers une prospérité plurielle à travers le territoire, les entreprises et les citoyennes, et qui intègre les enjeux intergénérationnels. Alors, j'ai joué un peu le jeu des occurrences, juste pour voir votre avis sur la question. Mais on parle de décarbonation seulement 20 fois. J'étais un peu étonné. On parle de transition 358 fois, un peu dans toutes sortes de versions. De résilience un petit peu, de systémique pas beaucoup, de relocalisation 29 fois. C'est un petit peu étonné qu'on n'y soit pas davantage, vu qu'on avait quand même constaté pendant le début de la période du Covid que c'était quand même une question assez prioritaire. On parle de réindustrialisation 20 fois seulement. Mais alors, par contre, on parle de numérique 587 fois et d'innovation 492 fois. Et alors, le rapport au vivant s'y trouve une seule fois. Donc, voilà. Et alors, il n'y a pas de trace de l'effet rebond aussi. Donc, voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur ce petit jeu des occurrences, qui n'est pas très objectif, on peut le reconnaître, mais voilà, ça donne une petite indication. Bien, écoutez, après votre analyse sémantique et des occurrences de certains termes, je pense qu'on pourrait fermer tous nos écrans et aller à la pêche. Parce que vous avez tout dit. En fait, nos amis n'ont toujours rien compris. Et pourtant, ils sont bien informés. Hein. Moi, je vous renvoie au rapport que l'Agence européenne pour l'environnement, et là, on va venir à l'essentiel, hein, au rapport que l'Agence européenne pour l'environnement a remis. C'est un court rapport, mais tout y est dit. Vraiment, l'essentiel est dit. Et c'est une critique de la croissance, mais très nuancée, en fait. Je pense qu'on est sorti, si vous voulez, d'une espèce d'opposition frontale entre croissance et décroissance, en tout cas dans les analyses. Là, si vous voulez, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est la hauteur, le volume, pourrait-on dire, de nos flux de matière et de nos flux d'énergie, d'un côté, et vous avez la démographie de l'autre, ne l'oubliez jamais non plus. Mais ce n'est pas pareil, c'est assez asymétrique. C'est très simple, si je prends, pour vous faire comprendre ça, si je prends à nouveau, parce que c'est toujours plus facile et très facilement quantifiable, si je prends les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, je vous donne la récente remise à jour des statistiques d'Oxfam, le 1% le plus riche de la planète émet à lui tout seul 15% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, les 10% les plus riches, 52%, les 50% les plus pauvres n'émettent que 7% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, en fait, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est le volume de nos économies. C'est la masse d'objets qu'on produit et la masse d'infrastructures qu'on produit. On n'arrivera jamais à faire mieux, nous dit cette agence, ce n'est pas un repère des gauchistes, j'en suis désolé, mais on n'arrivera jamais à faire mieux si on n'accepte pas de réduire la masse d'objets et la masse d'infrastructures. Ça, c'est un diagnostic il y a maintenant 50 ans. Il est remis à jour en permanence par de très bons analystes et en général, et les chefs d'entreprise et nos amis les politiques, qui sont d'une lucidité absolument hors pair, n'ouvrent leurs écoutilles quand on leur parle de ça. Alors là où, si vous voulez, c'est plus intéressant qu'avant, quand on vous disait pure et simple décroissance, ce qui est très compliqué, très difficile à assumer, vous vous dites comment vous allez faire, chômage, etc. Alors, il y a plusieurs idées. La première idée, c'est que, bien, en fait, l'idée, ça serait de substituer, mais évidemment, il faut changer les règles de la comptabilité économique, il faudrait substituer aux parts d'activité qu'on va perdre du fait de la diminution de ces volumes, ce qu'on appelle des activités humano-centrées. Donc, les activités humano-centrées, là, vous êtes en train d'en faire ce matin. C'est-à-dire, c'est des activités d'information, de culture, de soins, et pas forcément soins aux autres êtres humains, ça peut être soins aux écosystèmes, etc. Ce sont des activités qui peuvent être
relativement légères, je dis bien relativement légères, j'espère que chacun est venu soit à cheval, soit à pied, soit à vélo ce matin, eh bien, c'est des activités relativement légères en termes de flux de matière, en termes de flux d'énergie. Et c'est ces activités-là qu'on doit développer. Maintenant, autre chose, je ne sais pas où on en sera dans un siècle, un demi-siècle en termes d'énergie. Ce que je sais, c'est que forcément, dans les 30 ans qui viennent, ça risque d'être quand même relativement dur. Tout simplement parce que on continue sans doute à avoir une base assez fausse quand on calcule ce qu'on appelle le retour sur investissement énergétique. Quand je vous disais tout à l'heure, alors qu'on a quand même beaucoup développé déjà à l'échelle du G20, on a beaucoup développé les renouvelables, vous avez vu que ça ne nous a pas empêché de continuer à accumuler des consommations d'énergie. Donc, si vous voulez, l'énergie, les êtres humains, on ne sait pas la produire, bien sûr. On sait la capter, la transporter, la transformer. Et chaque fois, c'est une dépense d'énergie. Donc, en fait, l'équation énergétique, c'est un ratio entre l'énergie que j'investis et l'énergie que je récupère. Je pense qu'on va avoir des chiffres qui ne sont pas fiables. Et quand on calcule avec ce qu'on appelle du ROI strict, et en fait, je tiens compte d'aucun travail, aucune infrastructure. Si je prends une éolienne, je ne tiens même pas compte de mon socle en béton, etc. Mais je tiens compte de ce que j'ai investi directement. Bon, et si je prends tout en compte, c'est très, très difficile. Il y a un labo là, qui, depuis des années, essaie de calculer le ROI étendu d'une éolienne. Ils ne sont toujours pas arrivés. C'est un défi, c'est infini, parce que, évidemment, les ramifications sont complètement ouvertes. Mais si je vois les statistiques globales, ça ne va quand même pas être folichon. Et donc, je peux me dire que, et sur l'éolien, on a pratiquement la maturité, le solaire, on n'a pas la maturité, on a des marges dans les décennies qui viennent, mais disons que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une passe assez difficile en termes énergétiques. En plus, avoir une grande disponibilité énergétique, même si ce n'est pas carboné, on s'en fout. Écoutez, il faut arrêter avec cette histoire. L'énergie, c'est ce qui me permet de déplacer de la matière, de faire de la chaleur, de produire de la chaleur, de libérer des radiations, etc. C'est tout ce qui détruit l'environnement. Même s'il n'est pas carboné, attention. Donc, on a ce problème-là. Donc, en fait, disons, dans les décennies qui viennent, décarboner, ça signifie difficilement autre chose que disposer de moins d'énergie à l'intérieur d'une société. Disposer de moins d'énergie à l'intérieur d'une société, c'est nécessairement recourir plus à la main-d'œuvre. Et le meilleur exemple qu'on ait en la matière, c'est à nouveau l'agroécologie. Aujourd'hui, il y a peut-être 2% des Belges en termes de population active qui sont alloués aux champs. Si on avait une agriculture agroécologique, il y aurait un minimum de 15% de la population active qui serait allouée aux champs. Et donc, une société qui réduit ses émissions carbonées, c'est nécessairement une société qui va avoir recours à plus de travail humain, mais un travail humain qui dégage moins de plus-value. Alors, je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là, mais alors est-ce qu'il n'y a pas un petit problème aussi de récit, la manière dont on raconte l'histoire, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire quand même relativement que la problématique énergétique va être résolue à partir d'énergies renouvelables. Alors, on sait qu'elles sont quand même assez corrélées, en tout cas jusqu'à un certain degré, à un certain point peut-être de bascule, mais on ne sait pas très bien où ils se trouvent. En tout cas, elles sont corrélées pour l'instant aux énergies pétrolières et à la problématique des métaux rares, pour lesquels l'Europe n'est quand même pas très bien placée d'une manière générale, qui aussi sous-entend de retourner des tonnes de terre pour aller extraire de toutes petites quantités. Donc, on a quand même un petit problème à niveau énergétique. Et donc, on ne raconte pas du tout cette histoire-là, en fait, d'un point de vue de société, qu'on va devoir remettre beaucoup plus d'énergie humaine dans les activités économiques et remplacer l'énergie machine qui, en fait, est majoritairement carbonée. Alors, peut-être pas remplacé, hein, mais effectivement, il y a un certain nombre d'automatismes dont on devrait se défaire pour les deux raisons que vous venez d'indiquer, en tout cas au moins dans un premier temps. Après, c'est plus difficile à dire. Oui, si vous voulez, la société qui vient, en fait, elle est déjà dans la société. Si vous regardez certains, mais j'y reviendrai plus tard, si vous regardez certains aspects de la société d'aujourd'hui, vous avez déjà des alternatives à ce qu'on peut faire, y compris d'ailleurs sur un plan économique. Elles sont très légères, elles sont encore tâtonnantes, mais il y a au moins des petits morceaux. Et donc, c'est effectivement une société où on a moins d'énergie à disponibilité, et si ce n'est pas le cas, on va continuer à détruire l'habitabilité de cette planète, parce que c'est grâce à l'énergie qu'on la détruit, qu'elle soit carbonée ou pas d'ailleurs. Donc, ça, oui, c'est sans doute le cas. C'est sans doute une société qui a un rythme plus lent. C'est une société, par exemple, où la médecine devient plus préventive et beaucoup moins
c'est moins intervenante, puis surtout la médecine d'aujourd'hui, on continue à détruire. Si vous voulez, on a détruit, je trouve ça un très bon exemple, la médecine d'aujourd'hui, si vous voulez. Quand vous prenez des plantes modernes, en fait, il n'y a pas de microbiote avec. Elles n'ont plus d'endophytes. Si vous reprenez des variétés très anciennes, traditionnelles, vous retrouvez les endophytes. Et on pense de plus en plus que beaucoup de nos maladies sont dues au fait qu'on a dézingué notre microbiote. Donc la réponse de la médecine aujourd'hui, c'est vous donner à bouffer des probiotiques. On arrête. C'est-à-dire, je détruis et je donne un palliatif technique. Non, là, une société intelligente, mais c'est sans doute beaucoup demandé et beaucoup espéré, c'est une société qui essaie de comprendre les problèmes de façon plus holistique. Et donc, si effectivement on a moins d'énergie, et ça je crois qu'on n'aura pas tellement de choix, du coup, oui, on va être indirectement amené à être plus raisonnable et avoir un mode de raisonnement plus ouvert. Et donc, du coup, plutôt aller... C'est des villes avec beaucoup moins de transport, c'est des villes plus arborées, plus végétalisées, c'est moins de déplacements de façon générale, c'est beaucoup moins d'objets à disposition, mais peut-être des objets qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus affinés et plus raffinés sur un plan esthétique, etc. Si vous voulez, on peut tourner dans des difficultés en certaines formes d'avantages, mais effectivement, au bout de quelques décennies, ça serait une société très sensiblement différente de celle dans laquelle on est, qui nous amène à crever, appelons un chat un chat. Alors, justement, pour revenir à la question des activités, notamment plus importantes en termes de main-d'œuvre, SAWB, qui est une fédération d'entreprises d'économie sociale ici en Belgique francophone, avait fait une étude il y a 2 ans sur les verrous économiques à la transition et relevait notamment qu'un verrou important était que justement toutes ces activités nouvelles, ces activités plus écologiques, ces activités de ralentissement, ces activités d'innovation, en fait, étaient confrontées à une distorsion de concurrence face à l'économie mondialisée d'une part, à l'économie de marché, mais aussi à l'économie énergétisée. C'est-à-dire, si vous mettez beaucoup de carburant et beaucoup d'énergie et beaucoup de machines, vous pouvez remplacer le coût humain qui est généralement fort important, en tout cas chez nous. Et donc, ça pose un problème. Et donc là, comment on peut faire pour dépasser ces questions-là? Est-ce que c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre conscience de cette responsabilité de protéger ces innovations et de les encourager pour les augmenter, augmenter la présence dans l'économie? Comment vous voyez ça? Je commencerai déjà par répondre, si vous voulez, un peu à la marge, mais je pense que c'est important. Le monde globalisé économiquement tel qu'on l'a construit, il était impossible à construire sans l'effondrement du mur de Berlin. Et on a à l'époque pensé, souvenez-vous de, comment il s'appelait, Fukuyama, etc. C'est le triomphe du libéralisme, etc. Et donc, on va avoir une humanité de marchands et de producteurs heureux, épanouis. Bon. Et en fait, si vous voulez, l'idée qu'on s'est fait alors du commerce qui est très différente des types de commerce qu'on a connus avant. Si vous voulez, il n'y a pas d'humanité sans commerce. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'humanité sans échange. Ça, c'est archi clair. Et même si on remonte très, très loin, j'adore donner cet exemple, vous regardez la fin de la civilisation du bronze, donc vers 1300 avant Jésus-Christ, vous regardez les échanges des petits royaumes qui sont autour de la Méditerranée, ils échangent le blé, ils échangent l'huile d'olive et le vin. En fait, les 3 composantes essentielles du régime alimentaire. Donc, vous voyez, on n'a pas attendu les grandes firmes capitalistes pour même échanger sur des choses aussi importantes que ça. Et parfois, il y a un fantasme écolo du fait, voilà, on est avec une peau de bête et on fait tout sur place. Hein. Non, ça, les amis, ça ne va pas marcher non plus. En revanche, ce type de commerce qu'on a aujourd'hui, il avait des conditions géopolitiques qui était l'effondrement du mur, une Chine qui veut rentrer alors de façon très égoïste, pour acquérir un certain nombre de techniques et pour se remettre au niveau. Et ça y est, elle l'a fait. La Chine, elle est au niveau international. Ils s'en foutent complètement de nous maintenant. Plus de problème. Et donc, elle affirme sa puissance, elle affirme son impérialisme avec les routes de la soie, elle veut même racheter des ports en Europe, etc. Donc, et donc, elle pense, elle aussi, elle est dans cette histoire, si vous voulez, elle veut dominer le monde par le commerce. Or, ça supposait qu'il y ait une certaine homogénéité politique. À partir du moment où nous, on pense que la Chine est un pays effrayant, monstrueux, avec des dirigeants d'un cynisme absolu, qui ont du sang sur les mains. Je vous rappelle qu'il y a peu de temps, Biden a traité Poutine
de criminels, ce qui est absolument totalement factuel. Je suis désolé pour ce pauvre Poutine. Bon, c'est plus un monde où vous pourrez avoir les mêmes échanges. Et je ne crois pas du tout que l'on va garder le type de globalisation de l'économie. On voit le retour des empires. On voit avec une Europe alors, qui est doublement stupide. Elle est stupide parce qu'elle est toujours néolibérale et donc elle continue à avoir cette traction alors que la Turquie, la Chine, la Russie ne sont pas du tout néolibérales. Absolument pas. Et donc une Europe idiote, extrêmement faible, qui ne va même plus pouvoir protéger ses citoyens parce qu'elle n'est même pas capable de s'affirmer comme puissance, et on n'a pas le choix. Si elle veut défendre ses citoyens, il faut aussi qu'elle s'affirme comme puissance. Et donc, un commerce ouvert avec une libre concurrence, etc., ça, je crois qu'on va tourner complètement le dos à ce genre de choses. Et c'est allé très vite en quelques années. Et la Covid a accéléré ça, elle a aussi accéléré une prise de conscience de nos vulnérabilités, qu'on n'ait pas été capable pendant des mois de produire des masques, c'est quand même pas un instrument, un objet, si vous voulez, d'une sophistication extrême. C'est assez fou. A contrario, on le voit pour les vaccins, et nos dirigeants européens sont d'un cynisme terrible. Je veux dire, quand on est face à une pandémie mondiale, on sait très bien que ça nous revient en boomerang. Vous avez déjà des gens avec le fameux variant indien qui sont en Belgique, en Suisse, en France, etc. Et donc avoir refusé de mettre entre parenthèses les brevets de telle sorte qu'un pays comme l'Inde puisse fabriquer en masse le vaccin, on s'est donné un coup de pied, enfin un coup de revolver dans les pieds énorme, et on va voir revenir en boomerang des souches auxquelles nos vaccins ne pourront pas résister. Il faudra à nouveau une injection par année. On est peut-être entré dans une période de 10 ans où on va osciller entre des périodes de confinement et des périodes de réouverture. En tout cas, ce n'est pas un scénario qui est impossible du fait de notre propre avarice et bêtise. Et donc, non, cette logique, si vous voulez, purement concurrentielle, commerciale, j'y crois pas. Mais je pense qu'en revanche, la concurrence va jouer par la puissance des États. Quand l'Europe dominait la Chine et quand elle lui imposait son commerce, ce n'était pas le libre marché, les amis, c'était la canonnière. Et on voit très bien qu'on est plutôt dans une logique de ce type. Alors, en espérant qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, mais où la concurrence et les rapports de force politiques seront étroitement mêlés. Ok. C'est pas très réjouissant quand même. Hein. On est dans un monde bizarre. Hein. Oui. On essaiera de se redonner une morale à la fin, les amis. Qu'on passe quand même. C'est vrai qu'il y a aussi une tension du coup qui est avec cet héritage de pensée libéraliste et cette tendance naturelle à signer des accords de libre-échange à la randonnion, se diviser entre la nécessité quand même de maintenir une position internationale, de maintenir un certain développement, de maintenir certaines alliances, mais de l'autre côté, de transformer une économie locale, de la relocaliser, de la réorganiser, toujours avec quand même cette question fondamentale de la perspective de l'emploi, hein, parce que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a perdu 7 points avec le Covid, il faudrait faire pareil chaque année pendant la prochaine décennie. La récession, ça fait peur par rapport à l'emploi. Est-ce que c'est notre rapport à l'emploi qui doit changer? Ça pose beaucoup de questions. Et donc, je vous poserai la question, du coup, Novacitis développe la menuiserie, un espace pour des entreprises de la transition. Mais alors, en fin de compte, la transition, c'est quoi? Très juste. Si vous voulez, dans un premier temps, on a eu recours à ce mot de transition, ça nous vient de Robokins, hein. On a eu recours à ce mot de transition pour prendre ses distances vis-à-vis du caractère hypocrite et intellectuellement inconsistant du développement durable. Et en fait, on a développement durabilisé la transition. Et on en a fait un concept complètement mou. À partir du moment, déjà, je pense à la France, où vous avez un ministère de la transition, c'est déjà foutu. Et nous aussi, on a un. Le mot n'a déjà pratiquement plus aucun sens. Bien séparé. Donc, alors ça veut dire des choses très différentes selon les acteurs, selon la perception qu'ils ont, etc.
Bon, en général, les gens arrivent à comprendre ça techniquement. L'industrie automobile, et puis c'est pas facile pour elle, hein, c'est un défi gigantesque. Elle a bien compris, et la crise de la Covid alors accélère complètement les choses. Elle a bien compris que le moteur thermique, c'était fini. Hein, et pour cette industrie automobile, c'est un défi qui est gigantesque, hein, franchement. Donc, souvent, on le comprend sur cette base technique. Hein. Le secteur de l'automobile, c'est le passage du thermique à l'électrique, peut-être avec des poches d'hydrogène, j'en sais rien. Du côté des producteurs d'énergie, on a bien compris qu'il faut qu'on décarbone, qu'on ne va pas pouvoir y échapper, etc. Et donc, suivant les domaines, la transition prend un sens différent. Maintenant, si je regarde par exemple l'agriculture, parce que en fait, si vous voulez, l'agriculture, c'est la base d'une société. Si vous regardez les types de sociétés qui existent depuis le néolithique, il n'y en a pas des milliers. Hein, il y a eu la communauté agraire, ça a duré, elle a été seule pendant les 5 premiers 1000 ans, milliers d'années, et qui ont suivi l'avènement des agricultures au Moyen-Orient. Après sont arrivés les empires agraires. Les empires agraires ont coexisté avec et des communautés agraires et avec les cités marchandes, qui avaient une agriculture complètement différente, et est advenue ensuite progressivement la société industrielle. À chacun de ces types de sociétés a correspondu un type d'agriculture spécifique. Alors, ce qui est très amusant dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'on a déjà une agriculture alternative. Simplement, évidemment, elle ne se développe pas. C'est l'agroécologie. Et là, vous avez toutes les ambiguïtés, parce que le mot transition, vous voyez bien qu'il ne veut plus rien dire. Il devrait vouloir dire passage à l'agroécologie. Est-ce que vous avez vu un gouvernement qui encourage de manière générale le passage à l'agroécologie? Vous rigolez. Hein, ah bon, on va se passer du glyphosate, mais on va trouver exactement le même genre de molécules avec les mêmes effets. Simplement, ça nous donne quelques années avant qu'on puisse avoir des études qui vont nous montrer que c'est tout aussi destructeur. On va faire de l'agriculture de précision, etc. C'est-à-dire on fonce toujours tête baissée dans la même direction qui nous amène à tout détruire. Donc, vous voyez bien que cette expression qui n'a pas tellement de sens, elle est extrêmement ambiguë. Et l'analyse que vous avez faite vous-même sur un plan sémantique du fameux plan de transition et de relance que vous avez indiqué, vous montre à quel point ce concept de transition est d'une ambiguïté parfaite. Chaque secteur, si vous voulez, va décliner ce terme d'une façon relativement différente et toujours en silo, sans vraiment soucier la manière dont les autres le déclinent, ce qui est problématique. Enfin bon, au moins, essayons de faire ce qu'on peut à notre échelle. Alors, vous parlez dans votre livre, je pense, Retour sur Terre, justement, de la transition comme un besoin d'un nouveau cap de civilisation. Alors, on en est loin. Hein. Oui, que vous portez sur deux axes, l'économie, où vous disiez produire moins et mieux, on en a parlé. On pourra peut-être, et l'État, vous parlez de refonder la représentation, d'enrichir les procédures démocratiques et de créer quelque part une adhésion populaire aux changements nécessaires. Je pense qu'avec ça, on peut revenir aussi du coup vers la dimension plus citoyenne, la dimension collectif citoyen, la dimension entreprise coopérative. Donc, je vous indique la direction. Comment vous voyez cette… parce que, de nouveau, je veux dire, chez nous, on est dans une lasagne institutionnelle et juridique qui fait que ce n'est pas demain matin que la Wallonie, alors d'ailleurs, dans son plan de relance, elle mentionne en fait effectivement cette question de la démocratisation des institutions, mais en fait, grosso modo, c'est ouvrir les administrations au numérique et en fait, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose de beaucoup plus structurel. Donc, je ne pense pas qu'on va dédoubler ou en tout cas changer, enfin dédoubler ici au niveau wallon la chambre pour avoir une chambre citoyenne tirée au sort comme d'aucuns la veulent. Mais voilà, qu'est-ce que vous voyez derrière cette nécessité d'un point de vue démocratique? Bien, comment dire, je dirais que ce qui est extrêmement important, c'est des choses comme vous la faites en ce moment, c'est-à-dire des petits collectifs citoyens qui réfléchissent, qui diffusent de l'information, etc. Ça, c'est vital aujourd'hui parce qu'on a des grands canaux, si vous voulez, qui détruisent la base informationnelle du changement social. Quand vous voyez comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est quand même très inquiétant. Je ne suis pas un nostalgique du temps, si vous voulez, vous aviez une seule chaîne de radio et une seule chaîne de télé, mais en tout cas, quand c'était le cas, ou à peu de choses près, ça interdisait les discours extrêmes, parce que vous deviez parler à tout le monde.
Et du coup, en parlant de tout le monde, bien, tout le monde partageait au moins une base d'informations. Ensuite, avec la presse écrite, on pouvait l'analyser de façon différente et reconstruire une opinion binaire, hein, droite-gauche. C'est comme ça qu'on s'est construit en Europe. Alors que là, si vous voulez, mettez, je ne sais pas moi, un journaliste de la RTBF du début des années 80, vous le mettez à Fox News, il est viré au bout de 2 jours. C'est-à-dire qu'il aurait été lui dans une logique de parler à tout le monde, et à Fox News, on n'est pas du tout dans la logique de parler à tout le monde. On est dans la logique de parler à un petit nombre de cinglés, et plus on a de cinglés pour venir, mieux c'est. C'est pas du tout la même logique. Ce qui vous fait qu'un jour, Trump déplore un attentat qui n'a pas eu lieu. C'est quand même un truc qui est complètement génial, quoi. Donc, et vous rajoutez les réseaux sociaux, et là, en fait, franchement, si vous voulez, en matière d'intelligence collective, on a des nations qui sont aujourd'hui très paradoxales. Vous avez des petits groupes où on monte l'intelligence des gens, mais vous avez un abêtissement général qui est quand même terrible. Si je prends par exemple les différents types de complotisme, je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais les 4 grands complotismes, je vous les rappelle. Vous avez déjà QAnon qui imagine que l'État profond fédéral, vous avez vu, ça arrive en France, que l'État profond fédéral est composé de pédophiles sataniques, bon, ça commence déjà bien, et que le sauveur est Trump. Il doit y avoir un petit problème, il ressemble pas mal quand même à la description de la cible. Bon, et puis après, vous avez les platistes, ça il faut vraiment le faire quand même. Les platistes, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. Si vous en voyez un, vous lui demandez simplement de regarder le Soleil et la Lune, ça pourrait être intéressant pour lui. Et donc, les platistes, c'est 9% en France, 16% aux États-Unis. 9% en France. Alors après, vous avez les humanoreptiliens, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il y a parmi nous des extraterrestres. D'ailleurs, je vois ceux qui ont allumé, je suis sûr qu'il y a quelques extraterrestres parmi eux. Et puis, vous avez les récentistes. Les récentistes, c'est ceux qui pensent que quand on parle de renaissance, de néolithique, etc., tout ça, c'est des constructions de labo. Le monde a toujours été celui de Bill Gates. Donc, c'est quand même fou, quoi. Et ça, si ça fait déjà aux États-Unis 16% de platine, puis regardez les 75 millions de personnes qui ont voté Trump. Je suis vraiment désolé, mais ils ont voté pour un cinglé. Donc, quelque part, ils doivent partager à peu près, si vous voulez, son haut niveau moral et mental. Donc, concrètement, à l'échelle d'un territoire, alors, comment on peut changer ça? la seule lutte contre ça, pour moi, c'est renforcer la démocratie et renforcer les réseaux d'intelligence. Les petits collectifs, je n'ai rien d'autre, si vous voulez que je vous propose d'autre. Et ça, c'est vraiment l'antidote. Et on voit qu'il y a quand même, on voit par exemple sur les prises de conscience écolo, un pays comme la France, on a toujours à peu près 55% des gens qui ont pigé. Ça ne se traduit pas dans leur comportement, ça ne se traduit pas dans leur vote, mais quand même, il y a une espèce de bascule culturelle. Donc, c'est tout. Moi, je ne sais pas où est l'antidote. Si vous avez une antidote à la connerie ambiante, alors là, je suis absolument preneur. Eric a une question, peut-être qu'il va nous donner un antidote. Eric? Alors, ce n'est pas vraiment une question d'antidote, mais… Moi, je suis désolé, Eric, je suis très déçu. Vous parlez de l'importance des collectifs citoyens. Bon, ça tombe bien, c'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle. Mais alors, il manque une dimension sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est que, bien sûr, il s'agit de réfléchir ensemble et de cumuler nos intelligences, certainement, mais il s'agit surtout d'agir, et vous avez insisté là-dessus, d'agir vite aussi. Et pour agir et agir vite, il faut aussi mobiliser du capital, il faut mobiliser des sous. Et donc, ça c'est une question, mais d'un intérêt tout à fait trivial, c'est comment est-ce qu'on fait passer des personnes de la prise de conscience intellectuelle à l'investissement commun dans un projet dont on maîtrise les destinées parce que c'est un modèle coopératif. Voilà. Et puis je terminerai par là, avec cette question qui est au centre de nos réflexions et actions d'aujourd'hui, c'est comment on a une équipe de management ou de direction qui est agile, qui est souple et qui choisit les orientations, qui est en phase avec une assemblée générale de citoyens, mais on ne va pas faire des assemblées générales comme parfois les images d'Épinal nuisibles coopératives essaient de l'imposer en disant on a une entreprise qui est complètement lourde parce qu'elle doit consulter sa base à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Donc, on ne veut pas entrer là-dedans.
Donc, à la fois, comment on mobilise des sous, comment on articule cette prise de conscience collective et cette nécessité d'avoir une direction souple et opérationnelle. Voilà, c'est des questions qui ne sont peut-être pas vos questions habituelles, mais voilà, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre éclairage sur ces problématiques qui sont au cœur de nos tractations d'aujourd'hui. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'argent, le nerf de la guerre. Commençons par quelque chose de très macro. On voit bien qu'il y a quand même, et c'est très très récent, il y a une forme de prise de conscience du caractère quand même dangereux pour un certain nombre d'investisseurs des fonds carbonés. Et ce n'était pas vrai avant. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de seuil de prise de conscience de ce côté-là. On verra. Hein. On verra. Ensuite, deuxième élément, je pense qu'il n'est pas négligeable, et vous aviez un très bon spécialiste chez vous en Belgique, Liétard, c'est la question des monnaies complémentaires. Une monnaie complémentaire, ça peut permettre sur une région, évidemment, d'essayer de booster des échanges plus locaux, de créer une espèce de capital qui ne partirait pas en fumée en cas de dépression monétaire plus générale. C'est un instrument qui n'est pas inintéressant avec des institutions qui n'ont toujours pas compris, qui restent vraiment sur une échelle complètement macro et qui n'ont pas franchement bien compris les défis de l'avenir. Il y a un type comme Macron, je pense que qu'est-ce qu'il comprend du futur, lui? J'ai beaucoup de doutes. Depuis son sommet de Jupiter, il ne voit pas grand-chose. Mais bon, donc si on se construit pas un peu à la base, je pense que ça va être difficile. Et puis on voit bien, alors c'est pas grand chose, mais on voit les petites expériences de crowdfunding pour des initiatives par-ci, par-là, ça marche encore. On voit quand même une société civile qui se prend un peu plus en main qu'elle ne le faisait avant. Et encore, vous, la Belgique, ça devrait être plus facile parce qu'en France, il y a ce vieux fonds jacobin où on attend beaucoup trop de l'État. Vous arrivez à vous débrouiller pendant des mois sans gouvernement. Donc, vous êtes mieux rompu à parfois mieux sans. Locales. Bon, donc, oui, je crois que c'est les collectifs locaux, c'est important. Alors après, effectivement, si on a une injection de capital, j'en parle autant mieux que là, avec la fondation dont on a parlé tout à l'heure, The Rain. Là, du coup, on a réussi à avoir un apport d'argent, et cet apport d'argent, il va être diffusé dans quelques coopératives de transition écologique. Ces coopératives de transition écologique, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque vous avez atteint un certain seuil, eh bien, les gens qui travaillent dans la coopérative arrivent à financer des revenus de transition pour ceux qui viennent derrière, pour accroître la chose. Simplement, effectivement, comme on a réussi à capter des fonds, on va pouvoir amorcer à plusieurs endroits, si vous voulez, la pompe. Et il y a une coopérative qui existe déjà dans les Hauts-de-France, et il y en a une deuxième qui va être lancée dans l'Aude, donc dans le sud-ouest, et il y en a d'autres qui seront lancées, et puis il y a 2 parlements régionaux suisses qui ont voté une motion favorable justement à ce revenu de transition écologique qu'a conçu ma collègue et amie Sophie Zapaton. Donc voilà, j'ai malheureusement pas d'autres réponses à faire. Moi-même, de temps en temps, je conseille un petit fonds à Genève où on investit essentiellement dans l'agroalimentaire, et c'est plutôt des investissements de courte durée avec chaque fois assortis de demandes de pratiques d'amélioration par rapport à ceux qui reçoivent les fonds. Dominique Bourg, on avait promis d'en parler, il nous reste une demi-heure, donc je voudrais qu'on vienne à parler un petit peu de résilience. La question des monnaies complémentaires me semble particulièrement intéressante et inspirante dans ce cadre-là, mais alors, je voudrais voir comment vous appréhendez-vous la notion de résilience. C'est vrai qu'on l'a, je trouve, de manière globale, assez peu exploitée, c'est-à-dire qu'on la voit comme une capacité de surmonter des chocs, alors qu'en fait, il y a tous des volets complémentaires d'anticipation, de résilience stratégique, de préparation, de tester des nouvelles activités, de tester des choses à petite échelle pour multiplier les opportunités de pouvoir agir différemment, mais aussi un volet de résilience organisationnelle, de résilience humaine, qui implique aussi toutes sortes de changements dans les relations humaines, dans la manière dont on
entre en relation, crée des activités. Et donc, on rejoint un petit peu cette thématique. Comment vous voyez-vous la résilience de manière générale? Oui, alors c'est effectivement pas une notion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Mais cela dit, dans cette histoire de résilience, parfois, on la voit comme le maintien d'une identité. Et souvent de façon extrêmement conservatrice, en fait. Hein. Le meilleur exemple de résilience, c'est le vivant. Mhm. Et justement, le vivant, lui, sa résilience, il l'a fait par son adaptation. Il l'a fait en changeant. Et en changeant rapidement et facilement. Alors, en général, si ça va vous permettre de changer facilement et rapidement, alors parfois, dans une population, il y a que ceux qui ont résisté et qui vont se reproduire, et donc les autres, c'est le cimetière. Bon, ça, c'est une façon de construire la résilience qui ne va pas attirer les foules. Mais c'est la richesse génétique qui fait qu'effectivement, bah, vous avez la possibilité de trouver d'autres manières d'être pour se maintenir, alors, il y a une petite forme d'identité, mais se maintenir dans un environnement qui, lui, a beaucoup changé. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut concevoir la résilience. La résilience, c'est l'idée de mobilité, l'idée d'adaptation, l'idée d'innovation, l'idée d'invention. Et je dirais qu'il faut vraiment ouvrir les écoutilles et ne pas être tourné exclusivement vers le passé. Et malheureusement, la manière dont on voit l'avenir aujourd'hui, c'est le passé. Alors, Quand vous effectivement, voyez le discours que vous avez autour de Mars, par exemple, non mais attendez, c'est un gag total quand même. Hein. Et là, vous voyez bien que la manière dont on croit qu'on va pouvoir réussir la résilience, c'est le fantasme du passé. Hein, c'est le fantasme du passé. Quand on vous parle encore de conquête spatiale, bah, le mot conquête est absurde. Sur Terre, en fait, les niches où les êtres humains sont en permanence, c'est là où vous avez une moyenne de température qui se situe entre plus 11 et plus 15 en gros. Et en fait, nos techniques ne nous ont jamais permis de changer ça. On va dire, mais attendez, il y a bien des stations scientifiques en Antarctique. Justement, ce n'est pas du permanent. Et ça ne tient que parce que vous avez un apport de tout qui vient d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas du tout une occupation humaine permanente. Et donc, quand vous avez des crétins qui vous disent qu'on va aller sur Mars, et qu'on va aller vivre sur Mars, et qu'avec ça, vous désorientez les foules. Alors déjà, sur le plan du raisonnement, c'est quand même assez curieux. On devrait aller sur Mars parce qu'on n'est pas capable de vivre sur Terre. Donc, on aurait comme solution, parce qu'on est incapable de maintenir la vie, d'aller la créer de toutes pièces. Vous remarquerez que le raisonnement est quand même assez singulier. Dans le genre crétinisme, on ne fait pas mieux. Ensuite, bon, ok, vous avez voyagé 7 mois dans une capsule, vous arrivez, votre masse osseuse, votre pompe cardiaque, tout ça, c'est de la guimauve. Vous êtes absolument incapable de sortir de votre capsule. En plus, si c'est pour mettre une combinaison de 30 kilos, mais vous rigolez. Quand nos amis astronautes reviennent de la station orbitale, et pourtant qui est très vaste, ils peuvent mieux s'exercer, il faut les sortir de leur capsule et il leur faut des mois de réadaptation. Et puis, enfin, pour finir, terraformer Mars, la terraformation de la Terre, ça a mis des milliards d'années. Et imaginons que pendant quelques milliards d'années, enfin Elon Musk puisse vivre sur Mars. Bon, et bien là, le pauvre garçon, c'est foutu parce que la masse de Mars est trop petite et une atmosphère de type terrestre, la gravité sur Mars est insuffisante pour la maintenir. Donc, travailler des milliards d'années pour rien, je pense qu'il y a des choses plus motivantes dans la vie. Mais regardez, c'est ce qu'on raconte aux gens. Alors, comment voulez-vous qu'on leur fasse regarder, qu'on les rende résilients et qu'on leur fasse regarder l'avenir d'une façon plus innovante quand on continue à leur raconter des bouleversés pareils? Alors, votre analogie au vivant m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, sur les 3,8 milliards d'années passées, il y a à peu près 1% des organismes vivants qui sont apparus, qui sont encore vivants. Donc, quelque part, la nature, dans sa résilience, a aussi une capacité de mourir. La vie, c'est ça. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et c'est une capacité qu'on n'a pas tellement. Et donc, effectivement, dans la renonciation à un modèle qu'on a, mais aussi sur des institutions qu'on a, sur des organisations. Je pense que c'est avec toi, Eric, qu'on parlait dernièrement d'une association dont l'objectif, la vision, c'est ne plus exister dans 10 ans. Donc, l'essence même de ne plus exister. Donc, quelque part, accepter qu'il va y avoir transformation et qu'au plus vite ça se passe, au mieux ce sera. C'est aussi une capacité de se modifier
accepter de se réinventer. Non, ça c'est très beau. En fait, effectivement, c'est la leçon du vivant. Alors maintenant, simplement, nous sommes des vivants un peu particuliers. Et ce qui, nous, justement, nous a amené à résister les milliers d'années, là, on ne va pas remonter plus loin, qui nous précèdent, voire les centaines de milliers d'années qui nous précèdent, quand on vivait dans les forêts, c'est la solidarité. Et une des conditions à la résilience sociale, c'est la solidarité. C'est-à-dire, la résilience, c'est évidemment l'inverse du néolibéralisme, de chacun pour soi. Et pour notre civilisation, ce n'est pas facile parce que, si vous voulez, depuis Hobbes, revenons à l'idée d'état de nature, qui est quand même un truc complètement zinzin et complètement dingue, quoi. Imaginez qu'au début, il n'y a pas de société, qui a des individus épars et muets, qui apprennent à parler, on ne sait pas trop comment, et peuvent passer un contrat, parce que passer un contrat en se la bouclant, c'est assez difficile. Bon, c'est un truc complètement dingo, mais ce truc dingo qui est l'état de nature, qu'on trouve dans la philosophie du contrat, ça a permis une notion de la liberté qui est complètement dingo. C'est la notion obésienne de la liberté. C'est effectivement, si au départ je suis tout seul, et si chaque fois que je rencontre un autre être humain, c'est pour lui faire la peau, bon, il est clair que la notion que j'ai de ma liberté est absurde. En fait, les Grecs avaient une idée de la liberté qui était beaucoup plus juste. Pour eux, la liberté, c'était ce que procurait la cité. Et effectivement, dans la Grèce ancienne, quand une ville, alors ça n'a pas été le cas pour Athènes, mais quand une petite ville était défaite sur le champ de bataille, tous les citoyens étaient transformés en esclaves. Et donc, sans la loi, sans la cité, il n'y a pas de liberté. C'est ce qu'il faut qu'on réapprenne. Et en fait, on ne s'en sortira que par des collectifs. Et ce qui doit se maintenir, c'est plus un certain esprit collectif, si vous voulez, que forcément tout de la vie d'un individu. Ça, on n'y arrivera pas. Mais est-ce que ce n'est pas ça, alors justement, la transformation qu'on doit voir apparaître dans nos économies, cette réapparition de la solidarité? Je vais venir après avec une autre question sur l'imaginaire social qu'on a construit autour de l'entrepreneur, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas cette transformation-là aussi de la société qu'on doit voir dans cette notion de résilience, de relocalisation de l'économie, c'est-à-dire recréer des chaînes écosystémiques entre des organisations, entre des entreprises qui sont solidaires dans leur modèle économique et au maximum à un niveau local? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, je vois bien. Enfin, mais l'idéal coopérativiste, c'était celui-là. C'est quand même, on a parlé de solidarisme, etc. C'était vraiment trouver un contrepoids à l'hyper-individualisme du marché, en fait. Et c'était se protéger du marché, de certains effets du marché, en construisant des collectifs. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est vraiment la tendance lourde de nos sociétés d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et on en a une expérience grandeur nature en ce moment avec la Covid. L'individualisme, l'égoïsme, c'est le pire moyen de se retrouver en boomerang avec des variants hyper dangereux. Et donc, la santé publique est un commun mondial, comme le climat. C'est fou, on l'a sous les yeux. Comme les entreprises devraient l'être aussi. Ben, oui, et en fait, il y a certaines entreprises qui arrivent à mutualiser des choses, qui arrivent à avoir certaines solidarités. En fait, si vous regardez justement, on parlait tout à l'heure de monnaie parallèle, vous prenez le VIR en Suisse dans les années 30, c'était ça. C'est des entreprises qui ont réussi à créer un moyen de solidarité entre elles pour faire mieux face à la crise économique internationale qui allait les toucher. Et en fait, il y a dans cette économie suisse, il y a, alors sur le plan intellectuel, les lobbies patronaux suisses, c'est encore pire. C'est les pires que j'ai jamais vus de la Terre. Incultes, cyniques, idiots, et franchement, n'ayant aucun scrupule. C'est absolument effrayant. Et on ne trouve pas du tout le même type, si vous voulez. J'ai vécu très longtemps en France, on trouve un type social, si vous voulez, du chef d'entreprise qui est très varié, avec des gens très, très différents, y compris des gens qui sont
moi j'ai fait ma vie en tant qu'universitaire, mais des universitaires incultes, je peux vous en dénommer pas mal. Hein. Bon, et j'ai trouvé, si vous voulez, chez parfois des chefs d'entreprise, des gens qui avaient une culture époustouflante, une immense générosité, etc. Donc moi, je ne suis pas du tout le mec qui vous dit tous au pied du mur et vive Lénine et Marx. Non, ça, je pense que c'est complètement crétin. Et donc, en fait, le bon côté de ces industriels suisses, c'est leur côté ethnique, si j'ose dire. Et en fait, c'est très difficile pour un industriel, par exemple français, j'en ai connu pas mal, de venir s'installer ici, parce qu'il y a une espèce de réseau informel de solidarité. Et dans le monde dans lequel on est, tout en gardant des principes universels qui sont importants, hein, bien sûr, mais il faut absolument retrouver un primat de solidarité locale. Et alors, dans ce questionnement, quelque part, sur l'imaginaire, parce que quelque part, je trouve que derrière ça, il y a vraiment cette question de l'imaginaire social de l'entrepreneur. Alors, on ne va pas nier qu'il y a vraiment des forces très importantes. Hein, il y a une personnalité très particulière et vraiment nécessaire de leader, de créateur, de dynamiseur dans le rôle d'un entrepreneur. Et ce qui n'empêche qu'on a quand même, chez nous, je trouve, hein, c'est peut-être un avis personnel, dans une certaine mesure, une vision de l'entrepreneur comme une… Alors, généralement, on regarde aussi l'entrepreneur à succès, hein, plutôt que l'échec qui est plutôt caché d'ailleurs. Donc, c'est ces questions de réussite personnelle, ces questions de réussite quand même relativement individuelle, plutôt que quelque part de replacer l'entrepreneur et l'entreprise dans sa raison d'être sociale, dans sa raison d'être sociétale. Oui, mais regardez, ça évolue aussi un petit peu. L'idée, et pourtant c'est un gouvernement néolibéral, mais l'idée de, comment dire, l'entreprise à mission en France, je trouve ça intéressant. Attendez, Faber aussi, il a trouvé très intéressante. Je réponds à ma fille qui a une petite urgence. J'en ai pour 2 secondes. Je disais oui, Faber de Danone aussi l'a trouvé très intéressante, il en a payé… Il a payé le prix fort, on est bien d'accord. Ouais. Mais je le dis, c'est une personnalité intéressante, Faber. Le fait qu'on est quand même institué, Oui. ça montre, si vous voulez, qu'aujourd'hui, et je ne vois pas l'entreprise du futur autrement, en fait, c'est une entreprise… Si vous voulez, je vais vous donner l'exemple de l'opposition qu'il y a entre high et low-tech, parce que c'est très éclairant par rapport à ça. Le high-tech, c'est simplement que la complexité est seulement dans l'objet. Et vous attendez tout du marché pour la réussite. Le low-tech, ce n'est pas ça. La complexité, elle est dans le lien entre l'objet, ses usagers, ses producteurs et l'environnement. Et les ressources. Hein. Et les ressources, hein, ça fait partie de l'environnement. Et donc l'objet est beaucoup plus… Enfin, l'ensemble, le système est beaucoup plus complexe. Et donc, ça veut dire que l'acte de produire doit devenir plus holistique. Il doit prendre en compte plusieurs choses. Et je dirais qu'il doit prendre en compte aussi un écosystème de producteurs et un écosystème de coopératives et d'entreprises. Et je pense que c'est la clé de la résilience pour s'en sortir. C'est de renouer avec une certaine forme d'idéal coopérativiste. Et on peut très bien avoir des entreprises qui, sur certains plans, peuvent peut-être être en concurrence, et sur certains plans, pas du tout. Pouvoir mutualiser. C'était un peu le rêve des écoparcs, de ces choses comme ça. Mais je pense que dans la phase dans laquelle on rentre, où on va être sous des contraintes environnementales qui sont très, très fortes, et en même temps avec une espèce d'instabilité, une très grande difficulté à lire ce qui nous arrive. On a encore un référentiel un peu néolibéral, mais dans un monde qui redevient un monde d'empire et d'affrontement de puissance, c'est franchement pas facile. Et si vous n'avez pas au moins une base solide et collective derrière vous, avec un écosystème qui vous est favorable, c'est vraiment difficile. Et ces chefs d'entreprise qui, quand même, effectivement, certains vont se prendre tous pour Superman, en général, comme ils adorent se retrouver ensemble pour partager leurs difficultés. Donc, c'est foncièrement humain là-dedans. Ouais, je vais passer la parole à Eric. Vous avez abordé un sujet qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder, mais qui est le sujet qui me passionne, sur lequel je travaille principalement, qui est l'approche par les systèmes, en fait, les systèmes complexes. C'est-à-dire que tant qu'on est dans cette approche mécaniste linéaire et qu'on analyse les choses, je mets en place une politique, je prends une décision, elle va avoir un effet attendu. On est probablement dans ce monde complexe, dans l'erreur quasiment systématique et à l'heure de l'écologie et de toutes les tensions internationales qu'on a, c'est probablement assez catastrophique. Mais je vais quand même passer, donc voilà, on ne pourra pas trop parler aujourd'hui de l'approche système, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous apprendre bien davantage, comprendre la manière dont fonctionnent les systèmes. Eric, peut-être tu avais une question, je pense. Ah, Eric, c'est ton micro.
Ouais. Eric, ton micro? Eric, son micro, on va parler systémique. Hein. Le micro d'Eric résiste. Ouais. Zut, il a trouvé, on va pouvoir parler systémique. Voilà, ça marche. Hein. Voilà, donc voilà, deux choses. D'abord, j'ai un petit souci pour les lectures de chat, etc. Donc Pierre, dans l'animation, ce serait bien de garder quand même un peu de temps pour que quelques participants puissent poser des questions en direct. Je vais en relayer une et la sortir de quelque chose d'autre. Donc, en fait, dans ce fameux rapport qui va orienter notre vie en Belgique francophone, en Wallonie en tout cas, on parle beaucoup de révolution numérique, etc. Et nulle part, on ne parle des impacts environnementaux, de la multiplication des canaux numériques, auxquels on contribue aujourd'hui d'ailleurs. Et on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle, cette espèce d'intelligence beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante que nous pour gérer en des temps records des masses de données phénoménales. C'est quoi votre vision là-dessus? Déjà, un peu si c'est une réflexion de fond. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression intelligence artificielle parce que ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est justement, si vous voulez, son universalité. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est simplement des algorithmes, mais par définition, ce sont des règles très spécialisées. Et donc, effectivement, avec l'intelligence artificielle, on peut gérer des données qu'un cerveau humain est totalement incapable de gérer. Mais l'intelligence artificielle, elle ne fonctionne pas toute seule. C'est un complément de l'intelligence humaine. Donc, il y a une espèce de mentalité, si vous voulez, débile, de concurrence interindividuelle. Et on va dire, le champion du monde de jeu de Go a été vaincu par un ordinateur. C'est complètement crétin. Déjà, ce n'est pas un ordinateur, c'est un programme. Ce programme, il a été conçu par des milliers de chercheurs. Donc déjà, le pauvre gars, champion du monde de Go, il est lui tout seul contre des milliers de chercheurs et contre, si vous voulez, une tradition millénaire de construction, d'abstraction, de symboles, etc. Donc c'est complètement crétin de dire qu'on a un ordinateur qui a vaincu. C'est un truc néolibéral débile, c'est pas du tout comme ça. L'intelligence artificielle, si vous coupez toutes les sources d'énergie, elle s'arrête d'une seconde à l'autre. C'est un complément de l'intelligence humaine. Et ce n'est pas intelligent. C'est intelligent pour autant que c'est inscrit dans un système humain intelligent. Au contraire, c'est des choses très, très spécialisées. Et parce qu'elles sont spécialisées, on arrive à un niveau de rapidité et de possibilité de traiter des données en masse, effectivement, qui n'appartiennent pas, entre les guillemets, à l'intelligence naturelle, si on veut vraiment parler d'intelligence artificielle. Donc déjà, la manière dont on idéologise ça est totalement insupportable. Complètement insupportable. Maintenant, le problème, c'est que tout ça, pour que ça marche, c'est quand même effectivement de l'énergie, des matériaux hyper rares, etc. C'est conçu d'une façon totalement non systémique, en concurrence avec les individus humains. Enfin, si vous voulez, c'est j'imagine, des techniques qui, insérées dans un environnement différent, pourraient donner des choses intéressantes. Maintenant, comme vous le savez, le numérique, c'est-à-dire à la fois les data centers et les différents types de terminaux, c'est aujourd'hui déjà 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, avec un taux de croissance de 9%. Et quand vous multipliez les petits terminaux, etc., en termes de métaux semi-précieux, c'est effrayant. Et donc, on fait comme si tout ça n'existait pas, comme si on pouvait continuer à augmenter ces systèmes-là en n'ayant absolument, justement, aucune réflexion systémique sur l'insertion. Est-ce que devrait être une sobriété numérique? Quelles sont les choses qu'on devrait préserver dans un monde à ressources rares et sous pression climatique? Et ça, évidemment, dans le plan wallon tel que vous me l'avez retranscrit par l'entrée sémantique, vous voyez bien qu'il n'y a pas une once de réflexion là-dessus. Merci. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va quand même retourner vers les personnes qui sont en présence là et peut-être voir si quelqu'un aurait envie de poser une question en live, en direct. Alors, si c'est le cas, vous pouvez peut-être m'allumer une petite main pour que je vois éventuellement un ordre et le cas échéant, je vous donne la parole et vous activez votre micro.
Si vous n'avez pas de questions, ne me tentez pas, j'en ai plein, hein. Alors, la première est évidemment toujours la plus difficile pour dire les petites phrases habituelles. Bon, mais je ne vois pas de main. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, Dominique Bourges, peut-être c'est le moment de parler aussi de vos ouvrages à venir. Alors, il y a deux ouvrages, hein. Il y a Primauté du vivant qui devra sortir au mois d'octobre 2021, coécrit avec Sophie Svaton. Mais alors, il y a aussi un autre ouvrage qui m'intéresse pas mal, qui lui sort dans quelques jours, le 5 mai, Je vais le montrer à l'écran, il est… sur la désobéissance civile. Voilà, désobéir pour la terre, défense de l'état de nécessité. Peut-être vous C'est un collectif, hein, voilà, ça c'est un collectif qui fait Ouais. le point sur cette question de la désobéissance civile. Et on y trouvera deux textes d'activistes et qui sont intéressants parce qu'on voit bien du côté des jeunes il y a une tentation de la violence qui moi m'inquiète un peu. On a beaucoup de plaidoiries d'avocats et de jugements, d'extraits de jugements. Et puis ensuite, après, on a plutôt des textes de doctrine sur l'état de nécessité, sur la désobéissance, etc. Avec un texte terminal qui est un très joli texte où la personne ne prend pas du tout position sur le fond, mais rappelle à quel point on ne peut se passer du travail d'interprétation du juge. D'accord. Catherine, ça fait beaucoup de questions. Si tu veux poser la question. Ah oui, François Charlier aussi. Éric, vas-y, tu as une question? Ben non, je laisse passer la parole. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre. Alors, François Charlier dit, on a évoqué le côté macroéconomique sur lequel j'ai le sentiment d'avoir très peu d'influence. Par contre, mon engagement est lié aux aspects locaux avec un impact microéconomique. C'est là que je peux agir avec des effets visibles et rapides. Qu'en pensez-vous? Je dirais, là aussi, il faut avoir une vision plus systémique. C'est sûr qu'on peut faire soi-même des choses, mais on est, par définition, on est citoyen d'un pays, on est dans une société qui groupe beaucoup d'autres individus avec des infrastructures et il ne faut pas renoncer, même si souvent la chose politique est très décourageante, y renoncer est terrible. Et moi, je n'ai pas du tout envie de vivre en Russie ou en Chine, hein. Je pense que si on veut que nos systèmes ne dérivent pas trop vers quelque chose d'autoritaire, eh bien, il faut contribuer de l'intérieur à en faire vivre l'esprit démocratique. C'est à mes yeux fondamental. Toujours pas de questions à poser en direct chez personne. Bon, alors je vais en poser une petite dernière pour la route. C'est une notion qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui est la notion de prospérité. Je lisais une phrase qui disait « Lorsque nous nous efforçons de prospérer, nous créons une histoire de grandeur qui invite chacun à contribuer de son mieux pour créer un monde qui non seulement fonctionne, mais qui produit également de la joie, du plaisir et de l'admiration. » C'est joli. C'est joli parce que précisément, la prospérité n'est pas vue que sur une base matérielle. Et surtout à bientôt 8 milliards sur Terre, peut-être 10 dans une trentaine d'années, imaginer la prospérité sur la seule base matérielle, et ce qui a été la modernité, hein, le consensus sur lequel s'est construite la modernité, c'est qu'il fallait à la fois produire de plus en plus et redistribuer la richesse produite. C'est ça qui était le consensus de nos démocraties. Or, aujourd'hui, on sait que cette production de richesse immatérielle infinie est absurde et nous fait crever. Et donc, notre problème, c'est plutôt de discerner qu'est-ce qui est extrêmement important pour que notre plaisir à vivre soit le plus total possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris avec la sortie des Trente Glorieuses depuis le début des années 70 que effectivement la croissance du PIB, c'est plus ce qui se passait pendant les Trente Glorieuses, elle ne débouche plus nécessairement sur une réduction des inégalités, on l'a vu, elle ne débouche pas nécessairement sur le plein emploi, on le voit aussi, et elle ne débouche pas non plus nécessairement sur une augmentation du bien-être. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a presque un antagonisme entre une certaine forme de croissance du PIB et le bien-être des individus. Quand vous voyez par exemple que même une profession comme celle de médecin, parce que la médecine est devenue complètement absurde aujourd'hui, une profession comme celle de médecin, c'est une des professions où il y a pas mal de taux de suicide. Moi, je viens d'apprendre ça, je suis complètement étonné. C'est vraiment, je n'avais pas du tout l'impression que ça pouvait être le cas. Donc, on continue à faire des choses comme si elles produisaient certains bienfaits qu'elles ne produisent plus.
Et ce faisant, on compromet notre existence sur Terre. C'est effrayant quand même. Donc, il est vraiment urgent de réfléchir à nouveau et de réapprendre à discerner. On s'est construit sur des automatismes qui ne fonctionnent plus. Et donc, on doit à nouveau apprendre à discerner. Non, toute production matérielle n'est pas forcément un bien. Et en même temps, évidemment, on ne peut pas se passer de produire matériellement. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres artifices, on est techniques en soi. Donc, voilà, il va falloir qu'on réapprenne à discerner, à faire des choix et, et par là même à mettre, comment dire, l'accent sur ce qui est vraiment fondamental et plus confondre le fondamental et l'inintéressant. Merci. Alors, on a une question du public qui arrive. Là, c'est Davide Forcella. Donc, on va lui passer la parole pour une dernière question avant de clôturer. Super. Merci beaucoup et merci beaucoup pour voilà, toutes les thématiques très intéressantes que vous avez touchées. Je voudrais savoir, selon vous, qui doit mettre en marche la transition et à partir de ça, comment convaincre les gens qui, voilà, qui dans leur pleine conscience ou inconscience, ils prennent, disons, le profit de comment existe le système, on ne peut faire rien d'autre que suivre. Je parle de qui, comme vous dites, accumuler de capital jusque-là, ou qui, voilà, dans certains sens, profitent, même les plus pauvres, de ce développement parce qu'ils sortent de la misère. Donc, qui sont les acteurs et comment les convaincre? Est-ce qu'il faut les inclure ou est-ce qu'il faut les exclure? Donc, ce que serait votre schéma pour mettre en marche une transition qui touche en grande partie de la population de laquelle tout le monde puisse bénéficier? Oui, mais c'est la difficulté dans laquelle on est. Si vous voulez, en fait, changer un système, c'est de changer systémiquement. Or, aujourd'hui, on fait rigoureusement l'inverse. On a des initiatives intéressantes, plutôt citoyennes, plutôt locales, mais on a des donneurs d'ordre globaux qui restent sur le monde d'avant, qui masquent un peu ça avec une petite hypocrisie, en disant 2-3 trucs par-ci, par-là. Et donc ça, c'est sûr que ça débouche sur des crises, ça débouche sur des ruptures, ça débouche sur des soubresauts, ça débouche sur de la violence, et ça débouche sur des effondrements partiels. Et tant qu'on n'a pas une harmonie, si vous voulez, entre les grands donneurs d'ordre et puis dans la partie la plus vivante et la plus créative de la société, eh ben ça marche pas bien, effectivement. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Merci. Eric, une dernière question, toi, du côté de Nova Cities? Alors, ben, oui, une dernière question, ce serait, après tous ces sujets à l'aplomb desquels on est passé, outre la permaculture, où là, on a compris que voilà, c'est quelque chose qui est déjà assez complet ou en voie de le devenir, c'est quoi les secteurs, les façons de travailler sur lesquels vous avez envie de dire aux gens qui n'ont pas encore de cheveux gris, allez, dans ce secteur-là, il y a des choses à faire et ça, c'est dans les priorités, c'est des choses qu'on peut, voilà, dans lesquelles on peut entreprendre, quoi. Il y a deux choses que j'ai envie de dire. L'une, je vous renvoie au texte que j'ai publié dans ma revue, La pensée écologique, c'est lapensée-écologique.com, de François Gross sur la ville circulaire. Un texte très intéressant, lui, ce qu'il dit, ben voilà, nos États sont défaillants, donc pourquoi à l'échelle d'un territoire ne pas essayer, et on revient à nos histoires d'écosystèmes tout à l'heure, pourquoi ne pas essayer de mettre d'accord ensemble un certain nombre de citoyens, leur ville et un certain nombre d'acteurs économiques, et qu'ils créent une espèce de système à l'intérieur du système. Ça, je trouve que c'est vraiment une idée très intéressante pour essayer d'agir, d'aller de l'avant avec des donneurs d'ordre globaux qui restent complètement défaillants. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on voit bien que si vous voulez, la manière dont on a conçu l'industrie avec la part extractive derrière, c'est aujourd'hui quelque chose qui va buter. Et si on ne bute pas, ben on est dans certains scénarios de science-fiction, on va jusqu'à détruire le noyau de la Terre. Et donc, le biosourcement des biens me semble quelque chose de vraiment très intéressant à travailler.
Alors, on peut le faire dans l'industrie la plus classique qui soit. Alors évidemment, ça veut dire que ce qui est biosourcé doit être produit de manière agroécologique, sinon on n'a pas beaucoup avancé. Mais ça, c'est un aspect vraiment intéressant pour déboucher sur une autre manière de produire à l'avenir. Et là, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire, c'est assez intéressant. Donc, on voit là qu'on a quelques bouts qu'on peut commencer à agencer ensemble. On a un début d'agroécologie. Si on sait faire des choses avec des biens qu'on ne peut produire qu'en agroécologie, ben, les deux peuvent se renforcer. Si on enchasse ça dans des initiatives où on essaie d'agir à une échelle inférieure à l'échelle nationale, en conformité avec les lois, mais sur une base volontaire, où on crée des associations volontaires entre producteurs, consommateurs et autorités publiques locales, ben, peut-être qu'on arrive quand même à avancer dans une société qui, globalement, a beaucoup de mal à le faire. Voilà une bonne manière de probablement clôturer cette rencontre. On a dépassé de 5 minutes. Je pense qu'on va libérer tout le monde en ce beau samedi 1er mai. Dominique Beau, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à toutes et tous. Merci à tout le monde. Merci à Eric. Et ben, à la prochaine fois.